L'attrait de l'Atlantide par Joel Martin Nichols Jr. On a raconté dans les journaux tant d'histoires à dormir debout sur le naufrage du Nautilus que moi, qui étais capitaine de la goélette à 4 mâts Brent, celle-là même qui a repêché le professeur Charles Randolph, unique survivant, je ferais mieux de coucher par écrit ce qui s'est réellement passé, là-bas, dans la mer des Sargasses. Le Nautilus était un yacht vapeur appartenant au professeur Amos Tyrrell, un riche naturaliste anglais qui s'était fait bâtir sur la côte de Cornouailles un laboratoire destiné à l'étude des poissons et des algues. Lui et Randolph, son assistant de recherche depuis 20 ans, avaient appareillé à bord du Nautilus le 5 février dernier afin d'effectuer des recherches dans les Sargasses. À cette époque, le Brent doublait le Cap Horn en provenance de Santiago du Chili, chargé de nitrates à destination de Charleston, en Caroline du Sud. Nous avons pris un coup de chien au large du Rio de la Plata, et ma vieille carcasse y a laissé son gouvernail. Quand les choses se sont un peu calmées, on s'est aperçu qu'on dérivait pas mal en plein Atlantique Sud, mais on a bricolé un gouvernail de fortune et mis le cap au nord-ouest, en se disant qu'on passerait par un port cubain pour se refaire. On est entré dans la mer des Sargasses une quinzaine de jours plus tard, et un beau matin, on a ramassé ce professeur Randolph qui ballottait en pleine mer, sans la moindre planche, sans le moindre bout de bois pour se tenir à flot. Quand on l'a hissé à bord, il délirait. Mais dès qu'il a recouvré ses esprits, il m'a servi le récit le plus invraisemblable que j'ai entendu de ma vie. Et pourtant, en 40 ans de navigation, j'en avais avalé de bonnes. Au début, je l'ai pris pour un fou. Mais on n'avait pas fini de l'embarquer que l'enfer s'est mis à claquer tout autour de nous, là, sur le Brent. Et quand la vieille a enfin tenu le choc avec 2 mains en moins et quelques-uns de ses durs à cuire de gaillards d'avant en train de prier le Tout-Puissant de les sauver des démons des profondeurs, je me suis dit que, peut-être, Randolph n'était peut-être pas si cinglé que ça. Alors je lui ai fait écrire son histoire, de sa propre main. J'ai remis l'original aux autorités et j'imagine que l'amirauté britannique l'a maintenant. Mais moi, j'ai recopié le tout, mot pour mot, dans le journal de bord du Brent. Le professeur avait titré son récit en grosses lettres. Déposition du Dr Charles Williams Randolph concernant le naufrage du Nautilus. Et voici ce qu'on y lisait. Le capitaine Andrew Waters de la goélette Brent m'a demandé de mettre par écrit l'histoire de l'équipage du Nautilus et de ce qui advint de ces malheureux hommes, de mon collègue le docteur Amos Tyrrell et de tous. Et puisque tout porte à croire à présent que le Brent ne subira pas le sort du Nautilus, j'ai accepté de me plier à sa requête. Il n'est peut-être pas nécessaire que je m'étende sur la nature du lien qui unissait le docteur Tyrrell et moi-même, puisque nous étudiâmes ensemble les sciences naturelles à l'université d'Édimbourg il y a 20 ans. Ses accomplissements dans le domaine de l'histoire naturelle, ses études, ses déductions tirées de recherches exhaustives à travers les 7 mers, son magnifique laboratoire de Bornwell, tout cela lui a valu une renommée internationale qu'il serait vain de souligner davantage ici. Qu'il me suffise de dire que je ne puis me désigner que comme assistant indigne dans sa grande œuvre, un humble satellite ne reflétant qu'une pâle lueur du splendide génie autour duquel il gravite. Le monde, après lecture de cette déposition, comprendra que ces mots sont étranges, venant de moi à présent, compte tenu de la discorde, le terme est faible, qui s'installa entre le docteur Tyrrell et moi-même, et qui se conclut dans l'épouvantable destin du Nautilus. Cette discorde prit en réalité naissance 5 ans plus tôt, lorsque le docteur Tyrrell manifesta les premiers signes d'un intérêt partagé pour l'œuvre de sa vie, un intérêt qui le détourna de l'étude de la vie sous-marine et le conduisit finalement à consacrer une grande part de son temps à des recherches archéologiques. Il commença par de longs voyages en Égypte et en Amérique centrale, où il se livra à une étude comparative des architectures préhistoriques, découvertes sur ces 2 continents, prétendant y reconnaître une similitude des plus étonnantes, et surtout totalement inexplicable.
Absorbé par nos travaux originels, je prêtais d'abord peu d'attention à ses assertions, jusqu'au jour où il vint à moi avec cette annonce stupéfiante. Il avait élaboré une théorie défendable sur l'existence du continu perdu de l'Atlantide. En appui de cette théorie, il produisit une vaste quantité de photographies et d'autres documents censés démontrer que les pyramides découvertes dans les jungles de la péninsule du Yucatan n'étaient en réalité que des copies à petite échelle des imposants édifices d'Égypte, et qu'à d'autres égards encore il avait établi un argument irréfutable en faveur de l'existence, à l'époque préhistorique, d'un pont de terre reliant l'Afrique et l'Amérique. Il soutenait en outre que cette connexion terrestre n'était autre que l'Atlantide perdue, engloutie sous les vagues de l'océan Atlantique Sud à la suite d'un cataclysme d'une ampleur stupéfiante. L'Égypte au sommet de sa puissance, affirmait-il, n'aurait été qu'un misérable avant-poste de l'Atlantide, ne reflétant qu'une faible lueur des splendeurs de ce continent disparu. Je dois avouer que les nouvelles activités de mon collègue me déçurent amèrement. J'avais toujours tenu l'Atlantide pour une matière relevant de la spéculation métaphysique, et non pour un objet digne de l'attention sérieuse d'un homme absorbé par des sciences plus objectives. Je réfléchissais gravement à la nécessité d'exprimer cette conviction sous la forme d'une douce remontrance à l'adresse du docteur Tyrrell, lorsqu'un jour il vint à moi transporté d'excitation, brandissant sous mes yeux un morceau de métal tordu. « Je l'ai, Randolph, je l'ai. Ça prouve ma théorie. Nous avons trouvé l'Atlantide. » Le docteur Tyrrell n'était pas homme à plaisanter de façon pratique. J'acceptai donc ce métal prétendument prophétique, non sans un scepticisme préalable. C'était, dirais-je, une sorte d'armature en bronze, très semblable à un linteau de porte. On trouve nombre de pièces similaires dans les temples de l'Égypte ancienne, mais gravées à sa surface figuraient d'étranges hiéroglyphes qui, à y regarder de plus près, se révélèrent être une forme d'écriture cunéiforme. Est-ce là une de vos trouvailles égyptiennes ? Il m'écarta d'un geste, avec dédain. Ça ? On a arraché ça au fond de l'Atlantique Sud. C'était pris dans les pattes d'une ancre, jetée par-dessus bord depuis le vapeur Polestar. Ah, un morceau de bois flotté submergé. Du non-sens. Non-sens. Laissez-moi vous expliquer. Il m'apprit que ce navire avait été surpris par une tempête quelque part dans ces parages, qu'une lame énorme avait emporté leur ancre par-dessus bord, qu'elle avait filé presque toute la longueur du câble avant qu'on puisse la freiner, et que lorsque ils avaient enfin eu l'occasion de s'en occuper, ils s'étaient aperçus qu'ils étaient mouillés. Imaginez, Randolph. Ils avaient réussi à planter l'ancre en pleine mer des Sargasses, là où les cartes de l'amirauté donnent une profondeur proche du 1000. Et quand ils ont viré l'ancre, ils ont trouvé ce morceau de bronze tordu autour d'un des crocs. Un canular. Ils vous l'ont vendu cher et vous vous êtes laissé faire. Je ne leur ai rien payé. Eux croyaient à une poussée souterraine qui avait soulevé une île immergée, laquelle aurait par hasard accroché leur ancre. Mais ce bronze ne provient d'aucune épave, comme ils le supposent. Ça vient d'un des temples sur les hauteurs de l'Atlantide perdue. Je suis parvenu à le traduire. Savez-vous ce que ça signifie ? J'admis, sur un ton légèrement caustique, que non, je l'ignorais. Cela signifie Winona, belle princesse de l'Atlantide. Il y a autre chose encore, mais c'est illisible. Fort bien. Ça ne vous avancera à rien, et vous ne pourrez jamais le prouver. Si. Et cela devrait vous intéresser d'apprendre que j'ai donné ordre de préparer le Nautilus à appareiller d'ici 8 jours. Je descends là-bas avec notre équipement de plongée, et si ce n'est pas trop profond, j'explorerai ce royaume noyé. Vous pouvez venir, si vous voulez. Pour abréger, j'étais en vérité plus intéressé que je ne consentais à l'avouer, et il ne fallut pas insister longtemps pour que j'accepte. Comme le docteur Tyrrell l'avait souligné, nous étions déjà fort bien équipés pour une telle croisière. Le Nautilus, le yacht du professeur Tyrrell, était pratiquement un laboratoire flottant. Nous y avions passé de nombreux mois, heureux au cours de nos explorations des sept mers. À bord se trouvaient
tout l'appareillage imaginable pour faciliter le travail en grande profondeur. Beaucoup de ces dispositifs avaient été inventés ou perfectionnés par mon collègue. Parmi eux se distinguaient 2 scaphandres de tout dernier modèle, des combinaisons de verre, d'acier et de caoutchouc, capables de résister à des pressions sous-marines excessives. L'air était fourni aux plongeurs par des réservoirs fixés aux épaules, de sorte qu'on supprimait le danger des lignes de vie et des tuyaux d'alimentation. Ces entraves, si propices aux enchevêtrements. Tandis que j'écris ces lignes, il me sembla presque une catastrophe que ces accessoires inestimables aient été perdus à jamais pour le monde. Nous quittâmes notre port de Cornwall le 5 février. Le voyage fut sans incident et 3 semaines plus tard, nous nous trouvions au-dessus de l'emplacement indiqué par le relèvement nautique fourni par le capitaine du Pole Star. Comme je me souviens de ce matin-là, celui de notre premier sondage, comme je me souviens de mon propre trouble porté à son paroxysme par l'enthousiasme du docteur Tyrrell, et comme je me souviens de l'expression sur son visage et du bond dans mon cœur, lorsque notre plomb de sonde indiqua le fond à 280 pieds. Ainsi donc, comme l'avait dit le capitaine du Pole Star, nous avions bel et bien trouvé une île immergée. Mais était-ce vraiment l'Atlantide ? Là-dessus, je demeurais sceptique. Le lendemain matin, après les préparatifs nécessaires, nous enfilâmes nos scaphandres et basculâmes par-dessus bord du Nautilus dans la mer. L'endroit, comme je l'ai indiqué, se trouvait approximativement au milieu de la mer des Sargasses, mais fort heureusement, la surface de l'océan tout autour de nous, sur presque 1 mille carré, était libre de cette végétation marine encombrante, si caractéristique de ces eaux. Ainsi, au cœur de la journée, nous pouvions compter sur tout le bénéfice du soleil, ce qui rendait inutiles nos projecteurs électriques, au mieux encombrants et fort peu satisfaisants pour le travail en profondeur. Une fois dans l'eau, les bras accrochés l'un à l'autre, nous descendîmes. L'eau se révéla encore plus claire que nous ne l'espérions. Elle était même d'une transparence presque anormale, et les lames de soleil semblaient prêtes à pénétrer jusqu'à la profondeur que nous souhaitions atteindre. Nous devions descendre lentement depuis près de 5 minutes quand, soudain, le docteur Tyrrell lâcha mon bras et pointa de son doigt ganté quelque chose dans le lointain, dans mon dos. En tournant la tête, à l'intérieur de mon casque, je sentis mon cœur bondir. Nous flottions, lentement, le long d'un magnifique pinacle effilé, taillé dans une pierre qui paraissait être du marbre. Presque aussitôt, d'autres pinacles plus petits se dressèrent peu à peu tout autour de nous, tous baignés de teintes merveilleusement colorées sous les rayons pénétrants du soleil. En scrutant ceux qui étaient les plus proches, je compris qu'ils n'avaient rien d'une simple poussée basaltique. Ils avaient été construits de la main de l'homme. Nous avions trouvé Atlantide. La clarté d'en haut n'avait guère faibli lorsque nous nous posâmes doucement sur ce qui semblait être le toit d'un bâtiment gigantesque. Un toit qui, en l'observant mieux, se révéla fait d'un cristal épais et pourtant limpide. Tout autour de nous, une sorte d'arête sommitale de ce temple, si c'en était un, j'apercevais des fragments de statues étrangement sculptées, dont certaines paraissaient avoir été brisées par l'action ondulante des courants. Je me serais volontiers arrêté devant elles, saisi d'émerveillement, si le docteur Tyrrell ne s'était pas avancé sans hésiter jusqu'au bord du toit, d'où nous retombâmes à nouveau dans l'eau libre. Un instant plus tard, nous nous déposâmes en douceur sur un large palier, donnant sur un magnifique escalier de marbre. Levant les yeux, le cœur battant, je compris que nous nous tenions sur le seuil même d'un splendide temple de marbre. Si seulement j'avais le temps, ou le talent, de décrire la magnificence, la beauté écrasante de cette scène. Les murs qui se dressaient devant nous étaient de marbre le plus pur, teintés d'un bleu-vert léger par l'eau interposée. Au-dessus de nos têtes, les rayons du soleil, à peine affaiblis par la faible profondeur, jouaient sur les hautes flèches en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, des teintes se fondant les unes dans les autres par degrés de vert, de jaune, de rouge, de pourpre et de bleu. Tout le long des marches posées, pour la plupart sur des piédestaux qui semblaient être d'or massif,
se tenait une statuaire parmi les plus exquises que j'ai jamais vues, à l'exception de quelques pièces représentant des bêtes hideuses, qui n'étaient comparables à rien de ce que j'avais déjà rencontré sur Terre. La majorité de ces œuvres étaient d'une harmonie extrême, manifestement sortie des mains de maîtres sublimes qui avaient surpassé Phidias, Praxitèle et même l'auteur inconnu de la Vénus de Milo. Pourtant, l'effet d'ensemble se trouvait, comme je l'ai dit, gâché par les formes étranges de certaines de ces bêtes. Et puis, il y avait autre chose. Une sorte de champignon végétal croissait sur les statues, une algue inconnue de moi, qui ondulait et se mouvait contre la pierre comme une chose vivante. Par endroits, elle semblait réellement s'enrouler et se dérouler autour de la gorge d'une belle jeune femme, sculptée dans un marbre rosé, qui se tenait tout près de nous sur l'escalier. J'étais charmé par la statuaire, mais je dois admettre que dès le premier instant, cette étrange croissance marine m'inspira un frisson. C'était trop vivant, d'une vitalité trop contre nature. Et chose plus inquiétante encore, tandis que nous montions, elle se rétractait à notre approche pour nous laisser le passage. Mais quand je jetai un regard derrière moi, je vis qu'elle reprenait aussitôt sa place d'origine et qu'elle paraissait en vérité nous suivre vers le haut. Au sommet de la volée d'escalier, nous trouvâmes une paire de portes de bronze, magnifiques et fort heureusement ouvertes. Étrangement, elles portaient toutes deux en relief l'effigie d'un animal ailé rappelant le sphinx égyptien, moitié femme, moitié bête, moitié oiseau. Bien que les portes fussent ouvertes, une nappe de cette végétation répugnante barrait le seuil. Le docteur Tyrrell, d'un geste impatient, porta la main à son couteau pour la trancher, mais au moment même où il tendit le bras, l'algue recula et se fendit d'elle-même, nous ouvrant l'accès. Derrière les portes de bronze s'étendait un vaste hall ou un vestibule. Je ne sais comment le nommer autrement. À mi-chemin sur notre droite, une large ouverture donnait sur une salle plus grande encore. La lumière de la surface filtrait par les toits de cristal, mais elle était si atténuée par la profondeur que nous ne distinguions pas clairement plus de 20 pieds devant nous. En nous tenant bien à droite pour ne pas perdre notre orientation, nous finîmes par nous retrouver face au mur du temple, et je restais interdit, le souffle coupé, en constatant que sa surface était couverte de fresques, magnifiques, apparemment réalisées à la feuille d'or, sur des fonds d'argent et d'une matière qui pouvait être de l'ivoire. En suivant ces fresques jusqu'au bas des murs, je notai que le sol sur lequel nous marchions était composé de mosaïques les plus délicates, les plus minutieuses. Nous nous repûmes de ces beautés durant plusieurs minutes, puis nous commençâmes à longer le mur sur notre droite. Je m'apprêtais à remarquer intérieurement l'absence de mobilier ou de statues dans la salle principale, lorsque soudain, dans la pénombre verdâtre, se dessina devant nous une sorte de vaste cube de marbre. En nous rapprochant, nous vîmes qu'il ne s'agissait que du premier d'une série, enchâssé dans les murs et s'élevant à peu près à hauteur de la taille. En réalité, c'étaient des compartiments de marbre, de simples bacs, pourrait-on dire. Mais quel bac, quelle beauté, et quel contenu! Des livres, et des livres de pierres précieuses, scintillant de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Dans l'un d'eux, j'enfonçai les bras jusqu'au coude dans une masse de rubis d'une pureté parfaite. Dans un autre, je vis le docteur Tyrrell soulever à deux mains une double poignée d'émeraudes et de diamants étincelants. À eux seuls, un trésor royal. Je dois confesser que ma cupidité naturelle s'éveilla. J'étais prêt à emporter quelques-unes de ces gemmes avec nous, mais je remarquai que le professeur Tyrrell, toujours le savant, avait laissé retomber les siennes à leur place, et, honteux, je suivis son exemple. En avançant dans la salle, il me fit comprendre par le langage de signes que nous avions élaboré pour le travail sous-marin, qu'il pensait avoir affaire à une chapelle mortuaire, bâtie sur l'une des collines atlantes. Si tel était le cas, fit-il remarquer, nous devrions bientôt trouver des restes humains. Les chroniqueurs antiques attribuaient aux Atlantes une méthode extraordinaire de conservation des morts. Il marchait un peu en avant et sur ma droite,
lorsqu'il me transmit cette idée. Il n'avait pas fini son explication que je le vis s'immobiliser brusquement, scruter l'obscurité, puis s'élancer en me faisant signe de le suivre. À la lumière glauque, je compris que nous approchions du fond de la salle. Contre le mur se dressait ce qui semblait être un vaste autel de marbre. Et alors, je vis Winona, princesse de l'Atlantide. Elle reposait, là, dans son tombeau de cristal. Ses yeux d'un bleu éclatant étaient ouverts et souriants. Les roses demeuraient à ses joues. Des roses subsistaient même au bout de ses ongles. J'étais sans doute fortement ému car j'aurais juré qu'elle avait remué et qu'elle nous souriait. Le docteur Tyrrell s'était agenouillé, ses mains serrant les bords de la bière de cristal et demeurait penché là, contemplant à travers le verre de son casque ce chef-d'œuvre de la création. Je ne sais pas s'il poussa un cri d'émerveillement, mais je sais que moi je le fis. Le son résonna et se répercuta dans ma prison de verre et de caoutchouc. Jamais je n'avais vu créature plus belle. Son cercueil, entièrement de cristal limpide, était incliné de sorte que elle semblait reclinée, contemplant la salle au-dessous d'elle. Je distinguais chaque ligne de son visage, chaque contour de son corps. Je reconnus immédiatement la touche égyptienne, le nez ferme et droit, la courbe parfaite des lèvres un peu pleines, le menton admirablement modelé, tendre et pourtant impérieusement ferme. Sa silhouette à peine drapée d'une dentelle d'or diaphane était d'une perfection absolue. Peut-être un rien plus pleine aux hanches que ne le voudraient les modes actuelles, mais parfaite néanmoins. J'ai parlé de traits égyptiens, mais là s'arrête la comparaison. Les Égyptiens avaient un teint de peau sombre. Cette femme de l'Atlantide était d'une blondeur éclatante, les yeux ouverts, aussi bleus que les bleuets de notre Angleterre natale, et les cheveux relevés hauts d'un jaune d'or maintenu par des bandeaux d'or massif. Je peux imaginer que le lecteur frémisse à l'idée de contempler ainsi une morte, mais je puis vous assurer qu'à la vue de la belle Winona, ni le docteur Tyrrell ni moi ne ressentîmes la moindre forme de répulsion. Je ne saurais dire combien de temps nous restâmes là, fascinés. Cela dut être long, car mon cœur commença à battre péniblement et ma tête à bourdonner, signe que l'oxygène de nos réservoirs s'épuisait. C'est alors, presque au même instant, que je ressentis autour de mes jambes et de mes chevilles une sensation étrange, un resserrement insidieux. Je baissai les yeux et je vis ce qui me glaça d'horreur. Cette algue immonde, passée inaperçue, avait envahi la chapelle. Elle rampait désormais dans toutes les directions sur le sol. Une partie s'était enroulée autour de mes chevilles, produisant une sensation de traction et d'aspiration semblable à celle que l'on éprouve lorsqu'on marche dans le ressac d'une plage battue par les vagues. Je jetai un regard vers mon collègue, et une seconde vague d'horreur plus intense encore me submergea. Il était là, perdu, dans la contemplation de la belle endormie, totalement inconscient du fait que cette chose hideuse avait progressé davantage sur lui que sur moi. Elle semblait presque recouvrir son corps tout entier. Au cours de mes 20 années d'exploration sous-marine, j'ai connu bien des terreurs suscitées par la faune et la flore des profondeurs. Mais jamais je ne fus plongé dans un tel abîme d'épouvante que lorsque je vis cette herbe visqueuse se tortiller sur nos corps. Je dus crier, car ma tête se mit à vibrer dans mon casque. Je saisis frénétiquement le couteau à ma ceinture, décidé à trancher ces filaments autour de mes chevilles. Mais ma panique fut de courte durée. À peine avais-je tendu la main que l'algue se déroula d'elle-même, semblant reculer devant l'éclat terne de ma lame. En 2 pas, je rejoignis le docteur Tyrrell, résolu à le secouer pour l'arracher à sa torpeur. 2 fois, je lui saisis l'épaule, avant qu'il ne me prête la moindre attention. Enfin, à la 3e tentative, un peu brusque, il se retourna et me repoussa vivement. Presque aussitôt, il sembla regretter son geste et m'indiqua qu'il était désolé, qu'il s'était laissé absorber un instant. Je lui signalai la faiblesse de notre oxygène et lui montrai l'algue qui l'enveloppait, m'attendant à le voir frapper d'effroi. Étrangement, il n'en parut nullement troublé. Il se leva, et à ma profonde stupeur, l'algue se déplia lentement, le libérant. Après un dernier regard vers la beauté couchée,
Nous quittâmes la salle, l'algue s'écartait à chacun de nos pas, ouvrant devant nous une large allée jusqu'à la porte. Dehors sur la terrasse, nous nous apprêtâmes à larguer nos plombs pour remonter vers la surface. Et là, une horreur nouvelle, plus grande encore, me saisit. Depuis le haut des marches du temple, je jetai un regard vers la droite et la gauche. Dans la masse d'algues qui bordait l'escalier, je vis des coques brisées, des étraves tordues, des plaques d'étambeaux déchiquetés, des superstructures écrasées, le reste de navires engloutis. Il devait y en avoir au moins une centaine, entassés, pêle-mêle. Combien d'autres gisaient plus bas, là où les rayons du soleil ne pénétraient plus, Dieu seul le sait. Nous aurions pu rester longtemps à contempler cette scène de désolation, mais la difficulté croissante à respirer nous rappela que nous ne pouvions plus tarder. Nous larguâmes nos poids et nous élevâmes lentement. Des flèches roses et verts Nils de l'Atlantide s'enfonçaient peu à peu sous nous. Une seule fois durant l'ascension, je regardai vers le bas, et ce ne fut qu'alors que je compris que l'algue du temple nous suivait. Elle nous talonnait. Elle demeura un instant à la surface après que nous eûmes regagné le Nautilus. Puis, comme tirée vers le fond marin par une main invisible, elle disparut. J'arrive maintenant à un point de mon récit que je poursuis à contre-cœur, car il révèle en moi une tare atavique dont, jusqu'à cette maudite dernière croisière du Nautilus, je n'avais jamais soupçonné l'existence. Comme on peut le deviner, d'après ce qui précède, ni le docteur Tyrrell ni moi ne nous étions jamais mariés. Nos travaux et nos recherches nous avaient offert une telle variété d'expériences qu'elles rendaient superflue toute aventure dans d'autres sphères de l'existence. Jusqu'à cette utile traversée du Nautilus, je puis affirmer avec certitude qu'aucune femme, ni même la pensée d'une femme, n'avait jamais troublé le calme cours de ma vie émotionnelle. Pour mon collègue, je crois pouvoir en dire autant. Aussi fus-je profondément ébranlé lorsque, au cœur de cette nuit-là, je m'éveillai pour découvrir le visage exquis, sensuel de la belle Winona hantant l'obscurité de ma cabine. D'abord, la sensation fut agréable. Une chaleur nouvelle circulait en moi, un sang ardent battait dans mes veines. Tumultueux, certes, mais non dénué d'un charme indéfinissable. Je me souviens avoir tendu le bras vers la tête de mon lit, saisi la barre émaillée et m'être étiré dans le luxe tiède de la nuit tropicale. Je me sentais renouvelé. Il me semblait que la nature avait versé en moi une vigueur nouvelle, une jeunesse retrouvée. Je brûlais de me lever, d'arpenter la cabine, de monter sur le pont du Nautilus, de courir sous la voûte étoilée de la nuit équatoriale, vêtu seulement de son manteau constellé. Je me sentais capable d'embrasser le monde entier. Longtemps je demeurai ainsi, savourant cette exaltation inédite, en analysant presque froidement son mécanisme psychologique. Mais peu à peu, la chaleur devint oppressive. Le sang qui battait en moi avec tant d'ardeur se changea en quelques minutes en une source d'irritation profonde et inexplicable. En vain cherchai-je à chasser cette humeur, en vain tentai-je toutes les ruses connues pour attirer le sommeil. En vain me retournai-je au rythme doux des roulis du navire. Enfin, je me levai et passai une robe de chambre. J'avais rejeté mon vêtement de nuit lorsque cette fièvre m'ait saisi et sorti sur le pont. À l'avant, j'aperçus une petite braise rougeâtre que je pris pour la cigarette d'un homme de quart. Presque éclipsés par la splendeur de la croix du Sud, les feux du mouillage du Nautilus brillaient faiblement. Tout était paisible, sauf mon esprit. Je m'avançai, aiguillonné par mon irritation, et repris le veilleur pour avoir fumé en service, bien que je susse que ce genre d'écart était toléré sur ces longues traversées. Je me souviens qu'il jeta le mégot par-dessus bord, l'extrémité incandescente décrivant un parfait demi-cercle avant de toucher la mer. Même cela m'irrita. Je fis demi-tour vers la poupe. En contournant la dunette, je tombai soudain sur le docteur Tyrrell. Il se tenait penché sur le bastingage, le regard fixé vers les profondeurs. Je m'arrêtai. Lui ne bougeait pas, on eût dit une statue. Une nouvelle vague d'irritation
irraisonnée et violente me traversa. Pourquoi se tenait-il là à scruter la mer? Pourquoi n'était-il pas dans sa cabine à se reposer en vue des travaux du lendemain? Je ne m'aperçus pas alors que je lui reprochais précisément ce que je faisais moi-même. Il se redressa lentement et leva les yeux vers les étoiles. Ses lèvres remuaient. Je crus percevoir un soupir. Et c'est alors que pour la première fois peut-être je remarquai ce qu'il était. Un homme d'une beauté remarquable, un profil aquilin, un menton ferme, des cheveux bruns aux tempes à peine grisonnantes, des épaules larges, les hanches étroites, une stature presque héroïque. Je me sentis soudain petit, mes forces nouvelles s'évanouirent. Une amertume brûlante me saisit. Je me vis alors, vieux, usé, noueux, terriblement fatigué. Sans l'interrompre, je regagnai ma cabine où je veillais jusqu'à l'aube. Le matin, au petit déjeuner, le docteur Tyrrell m'annonça calmement qu'il ne serait pas nécessaire que je descende ce jour-là. « Pourquoi cela ?» demandai-je sèchement. Jamais auparavant n'avais-je contesté ces décisions. « C'est un travail épuisant. Nous ignorons combien de temps nous pourrons rester ici. Une tempête peut survenir à tout moment. Nous travaillerons plus efficacement en alternant, moi aujourd'hui et vous demain. » Son raisonnement me parut spécieux, mais pourtant je me tus. Pendant les 4 heures qu'il passa sous l'eau, je vécus un supplice. Je l'imaginais apportant ces salles magnifiques, contemplant les merveilles de l'Atlantide, et surtout la chapelle, surtout elle. Je me demandais ce qu'il remonterait, mais lorsqu'il reparut, il n'apportait rien. Rien. Ce soir-là, pour la première fois de notre longue amitié, nous eûmes des paroles dures. Je lui reprochais de ne pas avoir ramené les gemmes. Même s'il n'avait nul besoin d'enrichissement, d'autres à bord étaient pauvres. Il aurait pu leur assurer l'indépendance pour la vie. Il se redressa, les yeux flamboyants. « Elles ne sont pas à nous. Pas une seule de ces gemmes ne sera prise. Elles sont à elle. Elles appartiennent à Winona. Vous êtes fou. Vous êtes monstrueusement égoïste. Vous n'avez pas le droit de priver ces hommes. » Mais rien n'y fit. Le lendemain matin, il m'annonça froidement qu'il descendrait seul. Encore 4 heures d'attente, 4 heures de torture. Il revint une fois de plus les mains vides. Le soir, nous reprîmes la querelle. Je criais, je frappais du pied, je perdis toute forme de mesure. Et lui demeurait presque doux, ou pire, étrangement silencieux. À la fin, il se leva. Sur le seuil de sa cabine, il se retourna vers moi avec un sourire singulier. « Ne craignez rien. Ils auront tout. Chaque pouce de l'Atlantide sera à eux. Ils graviront ces collines, erreront dans ces salles, se tiendront sur ces terrasses. Ils connaîtront toute sa beauté, toute sa richesse. Mais pour vous, mon ami, je ne peux rien promettre. On ne vous veut pas là-dessous. » Ces mots me troublèrent profondément. Cette nuit-là, à nouveau, je ne dormis pas. À l'aube, je sombrai enfin dans un sommeil agité, et elle vint à moi, plus belle encore, se moquant de moi dans ma cabine. Le jour suivant, je jurai que ce serait moi qui descendrais, mais j'étais dans l'erreur. Nous nous querellâmes sur le pont, juste avant qu'il ne bascule à l'eau. Il me repoussa et plongea. Je vis son visage rieur derrière le verre de son casque alors qu'il s'enfonçait. 1 heure passa. Alors je compris qu'aucune obligation ne me retenait. Je revêtis ma combinaison et me laissai glisser à la mer. Je retombais par chance à mi-hauteur de l'escalier du temple. Là encore, cette maudite algue se dressait devant moi. Je la repoussai d'un coup de pied et gravis les marches. À l'entrée, la végétation tenta de me barrer la route. Je tirai mon couteau et la tailladai jusqu'à ce qu'elle se retire. Je pénétrai dans le vestibule, puis dans la chapelle. Je savais que je le trouverais là, et je ne fus pas déçu. Dans la pénombre à l'extrémité de la salle, je le vis agenouillé devant l'autel, la tête penchée sur le cercueil de cristal, le visage
collé à la paroi transparente comme pour effleurer le sien. Et alors je sus que je le haïssais. Je le haïssais parce qu'il l'aimait. Je le haïssais parce que je l'aimais. Je le haïssais parce que, d'une manière obscure mais certaine, je savais qu'il était le favori. Je compris à cet instant que jamais je n'avais vraiment désiré les gemmes. Jamais je n'aurais profané sa chapelle. C'était toujours elle, toujours Winona, et il me l'avait prise. Je le haïssais de toute mon âme. Le sang me monta aux yeux. La mer devant moi sembla virer au rouge. Je le frapperai à la gorge, à travers les joints de caoutchouc de son scaphandre, puis j'ouvrirai la poitrine. Je le laisserai se noyer ou se vider de son sang aux pieds de celle qu'il adorait. Je riais déjà intérieurement à l'idée de sa mort. Mais il me fallait ruser. Je ne voulais pas lui laisser la moindre chance. Pourtant, chose étrange, il se leva. Il n'aurait pu m'entendre, il me tournait le dos. Aucun bruit n'aurait traversé l'eau jusqu'à lui. Et pourtant, il se redressa lentement et se retourna, la main vers son couteau. Je brandis ma lame, et par signe, lui signifiai que je venais pour le tuer. Il aurait pu dégainer, et il ne le fit pas. À ma stupéfaction, il remit son couteau en place. Il m'attendit. Son assurance redoubla ma rage. Je m'avançai, pesant de tout mon poids contre l'eau, la lame levée. Je me trouvais face à lui, son visage derrière le verre était d'une pâleur glacée. Je levai le bras, mais n'abattis jamais ce coup. Au moment où mon bras descendait, je fus saisi, arraché, enveloppé. C'était l'algue. Elle s'était levée autour de moi tandis que je traversais la salle, et à l'instant précis où je m'apprêtais à frapper, elle m'arracha en arrière. Je me débattis, je tranchais, je lacérais, je déchirais de mes mains gantées. Là où je coupais des mètres de tige, d'autres semblaient pousser aussitôt. Elle me traîna à travers la salle, hors de la chapelle, sur les marches du temple. Malgré mes poids, les herbes s'entassèrent sous moi, me forçant vers le haut. En quelques minutes, les flèches de l'Atlantide s'éloignaient déjà sous mes pieds. Je hurlais, luttais, mais l'algue ne voulait pas de moi. Elle me porta à la surface. On me hissa à bord du Nautilus. On avait aperçu ma lutte et passé un croc dans l'anneau de ma ceinture. Je ne révélais rien. Je prétendis avoir été pris de crampes, mais je préparais ma vengeance. Je sortis un pistolet, aiguisai un couteau. J'attendis les bulles qui annonceraient son retour. Il ne revint pas. La nuit tomba. Le capitaine me supplia de descendre à sa recherche. J'aurais voulu y aller, mais pour d'autres raisons que les siennes. Je savais que l'algue me repousserait encore. Je prétextai une déchirure dans ma combinaison. Alors, on renonça. Je savais, moi, qu'il était toujours là-bas, avec elle, et cette pensée me dévorait. Je m'endormis d'un sommeil fiévreux. Je rêvais d'eux deux, debout sur un pilier de l'Atlantide, me narguant tandis que l'algue m'étreignait comme un python. Je me réveillai secoué. Le capitaine me tenait par l'épaule. « Monsieur, le navire coule. » Je bondis. Le plancher était incliné. Sur le pont, la nuit était claire, la mer presque lisse, et pourtant le Nautilus s'enfonçait par l'étrave. Les hommes hurlaient, les pompes étaient sèches, l'ancre relevée, les hélices inutiles. Quelque chose nous tirait. Je me précipitai à l'avant et regardai par-dessus bord. Sous l'étrave, tout le long de la quille, des tentacules visqueux grimpaient. Le Nautilus était saisi, on le tirait vers l'Atlantide. Alors je compris le charnier vu sous les marches. Je me mis à rire, à sauter, à crier de joie. Il avait dit que l'Atlantide ne me voulait pas, mais si elle prenait le navire, elle me prendrait aussi. L'équipage finit par comprendre. Ils frappèrent à la hache, au couteau, à la hachette, à la machette. L'algue montait,
dans les haubans, sur les mâts, le pont. Pouce par pouce, les traves s'abaissaient. Les canots mis à l'eau furent saisis aussitôt. À l'aube, j'étais perché sur le couronnement arrière, hurlant de triomphe. Fou que j'étais. J'avais oublié. L'Atlantide ne me voulait pas. Elle voulait le navire, mais pas moi. Le Nautilus disparut avec un long gémissement de bois brisé et un sifflement d'air expulsé. Je restai seul à flot. Je plongeais encore et encore pour m'engluer, et l'algue me repoussa. Elle jouait avec moi, attendant ma mort. Le troisième jour, un navire me recueillit. J'étais sauvé. Mais j'étais sauvé malgré moi. Voilà ce qu'écrivit Randolph. Quand il nous raconta son histoire pour la première fois, juste après que nous l'eûmes hissé à bord du Brent, c'était à peu près la même chose. Moins ordonné, peut-être, mais l'essentiel y était. Seulement, comme je l'ai dit, on n'avait pas fini de le récupérer qu'une petite brise sur laquelle on comptait s'est éteinte, nette, nous laissant dans un calme plat. Et c'est alors que les choses ont commencé. Vers minuit, je suppose, on remarqua que la vieille cessait de rouler, et on se mettait à tanguer d'une drôle de façon. Je n'y prêtai guère attention, d'abord, et descendis me coucher, laissant le pont au second. Il me réveilla 1 heure plus tard. Le navire piquait déjà du nez, et se trouvait en mauvaise posture. Je me rappelai alors l'histoire de Randolph sur l'algue. Je courus à l'avant et regardai par-dessus bord. Je la vis, autour de l'étrave, sur le taille-mer et tout le long du Brion. Puis il se fit entendre des craquements et des gémissements dans les fonds, signe que la carène était couverte. Je fis appeler tout l'équipage. On attaqua à la hache, au couteau, tout ce qu'on pouvait saisir. Et que Dieu me soit témoin, on la voyait pousser le long des flancs. Cette chose était vivante. En un rien de temps, elle avait envahi les ponts, grimpé dans le gréement. Pendant qu'on la taillait dans les haubans de misaine, elle gagnait l'artimon. Quand on la chassait de là, elle revenait ailleurs. On commença à prendre une gîte inquiétante sur bâbord. Je fis couper les voiles de l'avant les plus chargées. Cela aida, un peu, mais pas assez. Et Randolph, il sortit sur le pont et se mit à danser comme un possédé, criant et chantant. Il ne gênait pas l'équipage, alors on le laissa faire. Nous étions chargés de nitrate chilien, marchandise précieuse. J'hésitais à sacrifier la cargaison, mais la lutte devint désespérée. Finalement, je donnai l'ordre d'ouvrir les écoutilles et de jeter la cargaison par-dessus bord. Les sacs pesaient 300 livres chacun. Un travail infernal avec la gîte, le roulis et cette chose visqueuse qui rampait partout. Nous avions jeté 20 ou 30 sacs quand l'un d'eux se déchira en tombant dans la mer. Et je vis alors quelque chose. Là où le nitrate se répandit dans l'eau, il y eut un sifflement, une sorte de bouillonnement, et l'algue se mit à fondre. Elle se recroquevilla et se détacha de la coque sur une dizaine de pieds. J'eus une idée, alors. Il devait y avoir une réaction chimique. Ce nitrate était mortel pour cette chose. Je saisis un autre sac, le lacérai au couteau et le déversa à la mer. Puis un autre, et encore un autre. Nous cessâmes de lutter à la hache. Nous luttions au nitrate. Nous en répandîmes partout, sur le pont, dans le gréement, le long des flancs, jusque sous la ligne de flottaison, avec la baleinière. Peu à peu, l'algue se flétrit, sécha et se détacha. Le Brent recommença à rouler normalement. 6 heures plus tard, avec la plus grande partie de la cargaison perdue, nous étions libres. Un petit souffle de vent nous poussa hors de cette zone maudite. Je crus d'abord que Randolph s'était jeté à la mer pendant le tumulte. Mais le lendemain, on le trouva, caché dans la cale arrière. Il attendait que le navire coule. Quand je lui ai dit qu'il était sauvé, il se mit à pleurer, comme un enfant. Je l'installai dans ma cabine et lui demandai d'écrire sa déposition. J'avais oublié qu'il avait déjà tenté de se faire du mal par le passé. Après avoir écrit, il monta sur le pont.
Je n'ai pas vu ce qu'il s'est passé, mais le second m'a dit qu'il grimpa dans les haubans d'Artimon, puis se jeta, non pas à la mer, mais sur le pont. Quand on le releva, il était encore conscient, mais mourant. Je l'ai pris dans mes bras. Capitaine, abandonnez mon corps au flot quand je serai parti. Je peux y retourner seul. Je connais le chemin. Je la trouverai. Que pouvais-je faire? Je lui ai promis. Il rendit l'âme une demi-heure plus tard, avec un sourire étrange. Nous le cousîmes dans un sac de nitrate vide, plaçâmes quelques morceaux de ferraille à ses pieds et le laissâmes glisser à la mer. Il est là-bas maintenant, sans aucun doute. Et j'espère pour lui qu'il l'a retrouvé. Craft furniture. We don't even have a house. Imagine if we just start crafting furniture. Yeah, let's craft furniture, like, and put some chairs and tables right here. Is that a woman? Journey. Let's survive a shelter. Unlock the apprentice mason. Ah. Should we just go and fuck around and do our own thing rather than following the freaking tutorial? Oh, fine. Yeah, there was a woman over there. Can we actually talk to people? One of the things that I find unrealistic about games that we have like random enemy NPCs is that shouldn't we try to talk? If we were really lost in the desert, would we just go and stab the first person we see and get stabbed? Holy fuck! Yes? Yeah, probably no. And I find that to be really unrealistic about games. Even like random enemies, I feel like some enemies, especially like soldiers, they might not, you know, be hostile at all. Okay. Is there any problem in overheating? Oh, we have a temperature. Okay, I need to use my hatchet to cut down her. Oh, okay. Journey is just a new thing, so the new players don't get lost. I just find that the journey is telling me to do shit that I have already done. Yeah, but I didn't know, for example, of the knowledge of the construction hammer. Where is it? Construction hammer. How do I claim my first journey here words? What's this? Oh, what's this? Supplies? Holy shit! I have 500 branches?